Bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Bienvenue au podcast communiste révolutionnaire. Je m'appelle Manuel et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi John Peterson. John Peterson est le rédacteur en chef du journal The Communist. Le journal The Communist, c'est l'organe du Parti des Revolutionary Communists of America qui construisent les forces communistes à travers tous les États-Unis. Et le Parti des Revolutionary Communists of America est la section américaine de l'Internationale communiste révolutionnaire à laquelle le PCR au Canada appartient aussi. Et donc, bienvenue, John. Oui, merci. Bonjour. Je suis bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le résultat des élections américaines a résonné à travers toute la planète et tout particulièrement chez nous au Canada. Et la course électorale a été plutôt surréaliste. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale et dans ce pays-là, ben, parmi toute la population américaine, les deux meilleurs candidats qui ont été choisis par la classe dirigeante américaine pour diriger le pays, c'était Joe Biden, un vieux sénile, et Donald Trump, un criminel qui a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Et personnellement, je me souviens pas avoir assisté à une course électorale autant mouvementée. Par exemple, Biden, qui était incapable d'enchaîner une phrase cohérente, a dû abandonner en plein milieu de la course et a laissé sa place à sa colistière Kamala Harris. Et Trump a survécu de justesse à une tentative d'assassinat. Et finalement, ben, c'est Trump qui a remporté les élections. Et ben, il y a plusieurs personnes qui se demandent aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Où est-ce que le monde s'en va, essentiellement? Et ben, John est là pour nous aider un peu à clarifier tout ça. Trump a remporté les élections. Il a remporté le vote populaire avec plus de 76 millions de votes. Mais de manière générale, le taux de participation a baissé d'environ 2 à 3 par rapport à 2020. Et les démocrates ont perdu près de 7 millions de votes par rapport à l'élection précédente, tandis que Trump a seulement fait un gain de un peu plus de 2,7 millions de votes. Mais grâce à ces élections-là, Trump a maintenant le contrôle complet du gouvernement, de la Chambre des représentants et du Sénat. Et donc, en fait, ma première question pour toi, John, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le résultat de ces élections-là? Oui, mais l'explication, je crois que c'est assez facile. C'est la colère. C'est la colère contre l'establishment. C'est la colère contre la qualité de vie qui va en baisse depuis les années 70, les années 70. C'est la colère contre le parti au pouvoir, le parti démocrate. On nous disait avant que le démocrate, il était le parti pro-travailleurs, pour la majorité, pour les pauvres, pour les opprimés, tout ça. Mais la vérité, c'est que les démocrates sont un parti capitaliste, même que les républicains. Et si nous allons à l'époque de Bill Clinton, je crois qu'après la chute de l'Union soviétique, on a vu un changement assez clair dans la figure, non, la façon que les démocrates ils se présentaient. Ils ne parlaient plus des travailleurs et tout ça. Il était ouvertement le parti de Wall Street, le parti des capitalistes, des riches. Et je crois qu'il y avait un fusion plus ou moins des libéraux, les libéraux, et le néolibéralisme qu'on disait avant, non? Maintenant, les démocrates sont même pires que George W. Bush, en termes de guerre et d'opprimer les autres pays. Et ils sont tout la même chose. Et Trump, oui, il est un criminel, il est réactionnaire, il est raciste, mais il est quand même anti-establishment. Mhm. Et avec ça, il a gagné. Avec la crise économique, avec la crise du Covid, avec les salaires, l'inflation, c'était assez fort ces derniers ans. Et les démocrates, ils parlaient de, de défendre le droit à l'avortement,
même si il était le parti qui ont perdu ce droit. Il parlait de sauver la démocratie, mais on va voir, on avoue hier même que Joe Biden, il a pardonné son fils criminel, un criminel réactionnaire aussi, il a pardonné en disant que, avant il disait non, personne n'est au-dessous de la loi, non? Et maintenant, c'est clair que si tu es au pouvoir, tu peux faire ce que tu veux et tu es pardonné par ton père, le président. Oui, c'est un cynisme extrême dans la classe dirigeante et tout le monde, oui, la majorité, ils ont rejeté ça. Bien sûr, il y avait beaucoup qui ont voté pour Kamala Harris parce que ils avaient peur de Trump. Il est vraiment un réactionnaire, c'est clair. Il est anti-ouvrier. Il est le meilleur ami avec l'homme le plus riche du monde. Il est billionnaire, milliardaire, non? Et, et c'est clair que tout le monde n'est pas pour Trump, mais il y avait plus de gens qui étaient anti-Biden, Harris, euh, et c'est pour ça qu'il a gagné. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire maintenant, parce qu'il hérite une crise assez grave, une situation internationale assez forte, assez dure, assez compliquée. Et il a promis beaucoup, il a promis beaucoup au peuple américain qu'il va changer tout, il va faire America Great Again et tout ça. Mais on va voir. Euh, la racine de tout ça, c'est la crise du capitalisme mondial. Et le capitalisme des États-Unis, c'est le pays impérialiste, capitaliste plus grand, plus puissant du monde. Et c'est clair que la crise globale du capitalisme va frapper dur ici aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur comment que Trump a fait sa campagne versus les démocrates, tu sais, sur quoi ils ont mis l'emphase l'un versus l'autre? Bon, oui. Trump, il a connecté avec la colère. C'est ça l'explication. Et il a dit beaucoup de choses fous. Il a parlé des immigrants qui mangeaient des chiens. Il a attaqué Harris pour être stupide, et femmes et immigrantes et tout ça. Mais quand même, il a promis des bons travails, il a promis des bons salaires, il a promis de faire America Great Again. Et ça, c'est assez puissant, comme tu as bien dit, pour 12 ans des dernières 16 ans. Les Américains ont vécu avec les démocrates. Ils ont testé cette partie, ils ont vu la vérité de ce parti. Et lui, il a promis quelque chose de différent. Ça, Hmm. c'est. Eh bien, Biden, il est vraiment sénile, non? C'est clair. Il n'est pas le président en vrai. Je sais pas, il est un puppet, un peu. Et Trump, ben, il est aussi assez vieux. Il va avoir 80 ans lui-même. Mais quand même, il a plus d'énergie. Il fait des Hmm. blagues, il danse en fait. Vous avez vu ces fameuses danses. Et bon, il faut un changement. Et c'est tout. C'est presque tout. La grande majorité ne pense pas très profondément les politiques de l'extérieur des tarifs ou tout ça. Ils disent, Trump dit, je vais faire America great again, et Biden et Harris, ils disent, America is already great. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il a connecté, mais il a dit beaucoup de choses, non? Quelque chose vrai, la majorité fausse, Hmm. mais les gens, en général, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Et bon, c'est incroyable qu'un ex-président milliardaire de Manhattan, c'est le outsider, c'est le anti-establishment.
Mais c'est ça la réalité de nos temps, non? Oui, 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 merci, je comprends. Et les démocrates ont fait beaucoup campagne sur l'idée qu'il fallait protéger la démocratie. Il y a eu toute l'histoire du Project 2025, là, le projet 2025, qui était comme qui était un espèce de plan conservateur. Fait que maintenant que Trump est au pouvoir, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'une dictature arrive aux États-Unis? Est-ce que c'est le fascisme au pouvoir, là? Comment penser à tout ça, là? C'est quand même, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont Oui, inquiets de ça. oui, c'est clair que Trump, il a des tendances personnelles autocratiques, non? Dictatoriales. Mais la classe ouvrière dans ces pays, c'est très, très grand, c'est très, très fort. Et on n'a pas des masses de petits bourgeois. Et c'est ça la base vraie du fascisme des années 30, par exemple. Et il y a quand même beaucoup beaucoup des politiciens et des bureaucrates dans le gouvernement qui sont anti-Trump, qui vont essayer, le Pentagone, par exemple, dans l'armée et tout ça, qui vont essayer de le contrôler. C'est clair avec ses choix pour le cabinet, son cabinet, il veut, euh, comment dire, bouleverser un peu les trucs. Il va mettre des gens bizarres, on peut dire, des milliardaires, des RFK Jr. qui est anti-vax, Elon Musk et Vivek Ramaswamy sont des assesseurs, non, on peut dire. Ils vont changer le gouvernement, Hmm, mais c'est vrai qu'il y a un État, il l'appelle the deep state, l'État profond, non, aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a une bureaucratie de gouvernement de millions de personnes qui, plus ou moins, ménagent, contrôlent le gouvernement et le pays pour les capitalistes, n'importe qui est dans la Maison Blanche. Et il veut attaquer ça, mais en attaquant ça, il va aussi s'enfronter contre les syndicats hmm, des travailleurs du gouvernement. Et on va voir ce qu'il fait. Il veut attaquer le FBI, il veut attaquer the IRS, eux qui font les impôts, non, les impôts. Il veut attaquer tout ça. Et c'est vrai que toutes ces institutions sont très, très... il y a beaucoup de haine contre eux dans la population. Et ce sont des institutions pour le régime, pour le contrôle des capitalistes depuis la Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins, où il y a quelques institutions qui sont même avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en général, ils ont établi ces institutions de contrôle de la population, de la classe travailleuse aux États-Unis après la guerre. Et lui, il voit qu'il y a beaucoup des choses qui vont mal, qui vont mal. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne sont pas bons. Mais lui, il le fait pour enrichir ses amis milliardaires. Il le fait, par exemple, il veut privatiser des institutions, quelques institutions de gouvernement pour enrichir ses amis. Euh, et je crois qu'on va voir euh, qu'il ne peut pas, comment dire, régler les problèmes de la majorité dans ce pays. Et il y a des millions des gens qui vont aimer et voter et appuyer Trump n'importe quoi, non? Ils vont faire no matter what, non? Ils vont. Mais il y a la tranche de la population qui ont voté pour lui en votant contre les démocrates. Ils vont espérer quelque chose de concret, une amélioration de leurs conditions de vie, de baisser
L'inflation, surtout, ça, c'est un très grand problème. Mais lui, il est un businessman privé. Il ne peut pas construire des millions de maisons. Il ne peut pas euh, forcer aux compagnies privées de la santé de donner de healthcare, de soins oui, à la population. Il ne peut pas faire que les voitures soient meilleures et moins chères et tout ça. Il ne peut pas contrôler le capitalisme. Lui, on dit parfois que Trump, il est un force de la nature, non? Mais les forces du capitalisme sont encore plus grands, plus puissants, et il ne peut pas changer ça. Il-même, il est capitaliste, il travaille dans les constraintes du capitalisme. Et, euh, et ça va être très, très intéressant de voir comment il va choquer contre la mur de son propre système. On Mm. va voir. C'est un peu maintenant le cirque. C'est un peu un cirque, non? Son cabinet et tout ça. Mais en janvier, 20 janvier, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et bon, il y a beaucoup des opportunités pour nous, les communistes. Et c'est ça le plus important pour nous. Mm. Parce que la classe travailleure va apprendre beaucoup. Ils ont appris beaucoup dans l'école des démocrates, on l'appelait. On a fait déjà 4 ans de l'école de Donald Trump, mais c'était un peu bizarre à cause du Covid. Il a blâmé la Chine et tout ça. Il a blâmé la crise économique à la pandémie et tout ça. Mais maintenant, il a 4 ans pour montrer au monde et aux Américains comment il va changer les choses, mais la réalité, c'est que ça va être très, très difficile. Et les Américains qui ont déjà rejeté les démocrates, qui ont essayé cette fois-ci, les républicains, ils vont être très, très disappointed. Non, ils vont être Déçus. euh, Ils vont être déçus. comment? Déçus. Ils vont être déçus et ils vont chercher quelque chose plus saine, plus radicale en plus, et beaucoup plus à la gauche. Mm. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Trump, je sais qu'il a promis, ben, on sait que Trump est un fan de protectionnisme. Bon, bah, quand il était président, il avait mis certains tarifs. Je sais que Trump veut combattre la Chine. Il a aussi, je crois, promis de mettre fin à la guerre en Ukraine, possiblement fin aux guerres au Moyen-Orient. Ouais, il a beaucoup promis, mais de ce que je comprends de ce que tu me dis, en fait, c'est que le plus probable, c'est que le gouvernement de Trump, ça va être un gouvernement qui va être en continuation avec ce que les démocrates, parce qu'il peut pas mettre fin à la crise du capitalisme. Et, euh, bon, Trump est peut-être pas fasciste, mais bon, Trump est de droite. Il y a beaucoup de gens à l'extrême droite qui le soutiennent, puis je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très inquiets, en fait, euh, de, de cette menace-là. Fait comment répondre à ces inquiétudes-là? Comment combattre la droite? Comment combattre Trump? Comment combattre les groupes d'extrême droite? Oui, mais pour moi, les élections ont clarifié beaucoup des choses et pour ça, c'est une bonne chose. Mais quand même, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, ce n'est pas rapide de construire un alternatif vraiment puissant pour remplacer les partis des capitalistes. Et pour ça, on va avoir un peu de chaos, quelques années, quelques décennies, peut-être aussi de chaos, parce que la seule solution, c'est de construire euh, la gauche, mais pas la gauche libérale, la gauche petit bourgeoise, la gauche de la politique de l'identité, mais la gauche communiste, ouvrier, les travailleurs, les syndicats de combat, des militants de combat de classe, de guerre de classe. Et ça, moi, je crois que les questions de classe vont être de plus en plus clarifiées dans les années qui arrivent. Et nous, les communistes, il faut continuer à construire notre organisation et d'expliquer
les vérités sur euh, la société capitaliste. Et oui, mais la réalité, c'est que à cause des trahisons des leaders des syndicats, à cause de la politique de collaboration de classe de la gauche, de partis communistes et tout ça, on est très petit maintenant. Et il faudra beaucoup de travail pour changer les choses et accepter aussi un peu que c'est un processus et qu'il va être des attaques. S'ils décident de, 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 déporter 1 million, 2 millions d'immigrants, ça sera ça sera difficile d'arrêter en ce moment. Là, on est communiste, on est trop petit pour faire ça, mais on va expliquer, on va, on va, on va, oui, on va expliquer les perspectives pour l'avenir et la nécessité de s'organiser comme classe, comme la classe travailleur, et expliquer clairement que ni les démocrates ni les républicains sont partis des travailleurs. Et moi, je crois que les choses peuvent changer assez rapidement, pas d'un jour à l'autre, pas d'ici à l'année prochaine, mais en termes de l'histoire. 2, 3, 4, 5, 10 ans, ce n'est pas très long. Et on peut voir des changements assez brusques dans l'avenir parce que l'histoire a accéléré un peu, beaucoup en fait. Et la situation internationale, la position de dominance de l'impérialisme américain a changé beaucoup ces dernières années et ça va aussi euh, accélérer la confrontation contre la Chine, le chaos au Moyen-Orient, la situation en Ukraine. euh, et l'impérialisme américain n'est pas le même qu'il était il y a 30 ans ou même 5 ans. Les choses ont changé euh, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu que Trump, il a dit qu'il va faire des tarifs, imposer des tarifs de 100% pour les pays dans les BRICS s'il continue avec son plan de faire un monnaie qui n'est pas le dollar, non? D'abandonner le dollar pour un monnaie BRICS. Ils ont parlé de ça il y a quelques semaines à Kazan, en Russie. Et les BRICS maintenant, c'est, je crois, 45% du PIB mondial. C'est plus grand que le G7. Le G7. Le G7, oui, le G7. Et tout ça, le pouvoir militaire, le pouvoir politique, le pouvoir diplomatique, ça vient du pouvoir économique et on voit la chute, la décadence de l'Ouest en général, inclus les États-Unis. Et on voit aussi oui, la situation qui change beaucoup avec la Russie, l'Inde, la Russie, la Chine, tout ça. Et bon, moi, s'il dit qu'il veut faire des tarifs de 100%, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur les implications de ce changement à niveau mondial. Hmm. Et même les tarifs 25% pour les, les choses du Canada, non, et du Mexique. Ça va être un chaos pour tout le monde et même pour les travailleurs ici aux États-Unis euh, qui veulent combattre l'inflation. Bon, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que ça va passer, mais ce n'est pas le fascisme, ce n'est pas la fin de l'histoire, on dira ça. Le capitalisme n'a pas gagné. Euh, Tout va continuer à changer. Et la classe ouvrière, c'est la puissance la plus grande du pays, du monde. Et moi, je crois que ça va se clarifier dans les années prochaines.
Et nous, les communistes, on sera là pour aider en ce processus. Merci. Puis, en fait, tu sais, moi, je regarde les dernières années, puis ce que je vois, en fait, c'est qu'on peut vraiment pas faire confiance aux démocrates pour protéger les personnes de couleur, pour protéger les personnes trans. Je pense notamment le mouvement Black Lives Matter, c'est sous les démocrates que ce mouvement-là est apparu. Aussi, je pense à plusieurs grèves énormes qu'il y a eu. Il y a eu récemment la grève des travailleurs du rail, que les démocrates si je me trompe pas, ont retiré le droit de grève, avaient voté contre avec Biden. Puis je crois aussi que avec le mouvement Black Lives Matter, c'est qu'on peut voir aussi que la police, on peut pas faire confiance à la police pour nous protéger, surtout pas de nous protéger de la droite. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes la force de la classe ouvrière américaine parce que c'est vrai qu'elle elle est très puissante. Puis j'ai l'impression que, en fait, ce qui est à l'ordre du jour, peut-être, c'est plutôt des luttes plutôt que des défaites. Et donc, je pense, en tout cas, on peut seulement avoir confiance qu'en nos propres moyens. Puis je me Ouais. souviens de quand que Trump avait été élu, il y avait eu une marche pour la Journée de la femme il y avait plusieurs milliers, sinon millions de gens qui avaient manifesté. J'ai l'impression que ça, c'est une très bonne façon de faire peur à la droite. Mais je trouvais ça intéressant. Tu parlais un peu de la situation mondiale, puis je pense que c'est important de regarder un peu comment les États-Unis se situent là, à travers le monde. Euh, il n'y a pas si longtemps, on voyait les États-Unis comme la police mondiale. Tu sais, c'est vraiment la plus grande puissance mondiale, mais ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que ça a changé. Et donc, comment est-ce que on voit là, l'évolution de la position des États-Unis à travers le monde, de l'impérialisme américain versus, par exemple, le BRICS? Tu dis que la classe dirigeante américaine a peur. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Tu sais, fait que si tu peux peut-être aborder un peu cette question-là, là, la position des États-Unis à travers le monde, là. Qu'est-ce qui se Oui, passe? oui, oui, mais en premier, je veux dire que euh, Trump a gagné pas seulement parce que les démocrates étaient très impopulaires, mais aussi parce qu'il n'y avait pas un alternatif de masse, un alternatif des travailleurs, un alternatif clair. euh, en luttant pour les droits des travailleurs, les immigrants, pour tout, non? Et c'est pour ça qu'il y a comment dire, vacuum, le Mhm, vide. Il y a un vide politique énorme dans ce pays et on n'a que deux partis capitalistes qui sont les options, les soi-disant options. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Et on a de polarisations dans le pays, mais c'est une polarisation distorsionnée. Il y a des éléments de classe dedans, mais il y a aussi des éléments de racisme, il y a des éléments de xénophobie. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur qualité de vie ou la qualité de vie qu'il avait il y a quelques années ou ses grands-parents avaient. Oui, oui, c'est ça. Mais à niveau mondial, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient été responsables plus ou moins pour 50% du PIB mondial. Un pays avec 5% de la population, plus ou moins, contribuait 50% du PIB mondial. Maintenant, c'est moins de 25%. C'est moins de la moitié maintenant. Et la Chine, avant, c'était un pays pauvre, attaqué par les impérialistes de l'Ouest et aussi les Japonais. C'était un peu, c'était une situation terrible pour la Chine, qui était, il y a 200 ans, 500 ans, un des empires, des cultures, un des économies plus grandes, plus riches, plus intéressantes du monde. Mais maintenant, les États-Unis il y a un chute et la Chine va en hausse. La Chine a fait tout ça, il faut dire, avec la révolution euh, de 1949, avec la fondation, ils ont restauré le capitalisme.
ils exploitent terriblement son propre peuple. Et c'est un régime, c'est pas du tout le communisme, le parti communiste chinois, non. Ce n'est pas des communistes, c'est un parti totalitaire. Mais quand même, au niveau des impérialismes, ils sont maintenant en puissance assez fort, assez grand, et surtout dans sa propre région. Le problème pour les États-Unis, c'est que comme la police du monde, ils doivent contrôler tout le monde entier. Et c'est clair que l'impérialisme des États-Unis, c'est l'impérialisme le plus grand, le plus puissant à niveau mondial. Mais au Pacifique, ce n'est pas nécessairement le cas. Même en Europe, contre la Russie, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup de contradictions et Biden, je crois qu'il essaie de compliquer la vie à son grand ami Donald Trump avant son arrivée au pouvoir. Et il essaie aussi de continuer la politique à l'extérieur des démocrates. Mais oui, on va voir qu'est-ce que Trump peut faire avec tout ça parce que euh, il y a beaucoup de inertia, oui, comment dire, inertie, non? De l'inertie, oui. Oui, oui. L'inertie, oui. Oui, pour continuer la politique anti-Chine, la politique anti-Iran, surtout, oui, non, pas surtout, mais aussi la politique vers la Russie. Et oui, oui, moi, je crois qu'ils ont vraiment peur, et c'est pour ça qu'ils font des conneries, des choses stupides des choses qui ne sont pas vraiment intelligentes de point de vue d'impérialisme sérieux, avec confiance et tout ça. Ils font des choses très, très, très stupides et ça va aggraver les problèmes. Les États-Unis, de ce que je comprends, c'est un peu moi, ça me fait beaucoup penser au déclin de l'Empire romain. C'est une puissance qui est en déclin depuis quelques années et de ce que je vois, ben, la crise du capitalisme s'impose sur l'économie américaine. Donc, c'est le résultat d'un peu de tout ce qu'on voit. Euh, je trouve ça intéressant que pour quelqu'un comme toi qui est dans le ventre de la bête, t'as pas du tout l'air déprimé. T'as l'air tout à fait rationnel par rapport à cette situation-là qui est un peu folle, tu sais. En fait, ça m'amène à une question. C'est quoi pour les communistes aux États-Unis, c'est quoi un peu vos perspectives? Comment est-ce que, pour vous, c'est quoi votre tâche peut-être la plus pressante? Comment est-ce que vous naviguez dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce qu'un communiste lutte dans le ventre de la bête impérialiste? Oui, oui, oui. L'exemple de l'Empire romain, de son déclin, c'est très intéressant. Mais il y a aussi un autre exemple que je crois que c'est peut-être plus, euh, plus, euh, plus bon Mhm, pour notre situation aujourd'hui. Et ça, c'est le déclin de l'Empire britannique. L'Empire britannique, c'est plus récent. C'était la puissance en première à niveau mondial pour quelques années. mhm, Mais même avec la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une chute très dramatique et maintenant les États-Unis a gagné sans avoir la guerre ouverte contre l'Angleterre, mais les États-Unis a gagné cette combat, non, ce conflit. Mais maintenant, il y a beaucoup des autres qui veulent être euh, le nouveau États-Unis. Je ne crois pas, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas nécessairement le cas que la Chine va gagner, hein. C'est très, très compliqué. Là-bas aussi, ils ont la classe ouvrière la plus grande du monde. Et il y a des contradictions énormes là-bas, et même ici. Mais la situation, moi, je crois que c'est un peu comparable à la situation avec
les États-Unis et les Britanniques. Mais nous, bon, on est marxiste, on est communiste, on a les perspectives à long terme. On a étudié l'histoire, par exemple, de l'Empire romain, de l'Empire britannique, l'histoire des États-Unis, et de l'ascendance de l'impérialisme américain, de l'économie, toutes les guerres qu'on a eues, la révolution, la première, la guerre civile, la deuxième révolution américaine. Et on a étudié tout ça et et on sait surtout, on est marxiste, mais on est aussi dialectiste, on peut dire ça. Et nous sommes dialectical materialists et nous savons que tout va changer, tout va évoluer, qu'il y a nécessairement des ruptures dramatiques dans l'histoire, dans la société, et que nous aurions une troisième révolution aux États-Unis, c'est clair, mais la seule question pour nous, c'est est-ce qu'on va être préparé pour aider cette révolution à être victorieuse? Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de confiance, beaucoup d'élan, on peut dire. On n'a pas peur. Nous avons la force la plus grande dans le monde avec nous, c'est la classe ouvrière. C'est une force potentielle, euh, mais on croit que on a de confiance que oui, que la classe ouvrière va gagner et que le socialisme sera une réalité et pour les futures générations, le communisme aussi. Et nous avons aussi les travailleurs de tout le monde. Nous avons notre sœurs et frères au Mexique, en Canada, à niveau mondial, qui sont aussi dans la même lutte. Et aussi, nous avons les camarades de l'international communiste révolutionnaire et dans tout le monde qui s'engagent dans le même combat. Et ça nous donne aussi beaucoup de confiance. Et c'est pour ça que, oui, pour moi, c'est en fait, moi, je suis un homme très, très sérieux, hein, parfois, mais quand même, je m'amuse beaucoup. Il faut s'amuser un peu avec le chaos de ce monde. Et pour moi, c'est un film de Fellini. Et ça, c'est amusant, c'est intéressant, non? C'est dialectique un peu. Et c'est un peu comme ça. Et ce n'est pas Schindler's List, non? Ce n'est pas quelque chose de déprimant. Il faut, c'était Spinoza, non, il a dit qu'il faut, je connais pas la citation en français, mais il faut pas pleurer, il faut pas être déprimé, il faut comprendre, et la compréhension te donne la confiance, et c'est ça qu'on fait ici aux États-Unis, nous les communistes. Excellent. Ouais, je connais pas non plus la citation de Spinoza par cœur, mais je pense que tu l'as bien paraphrasé. Euh, Ici au Canada, ben, nous autres aussi, on lutte contre nos propres capitalistes. Et ben, la crise, on est évidemment au niveau voisin, hein, donc la situation aux États-Unis se répercute presque directement là, ici. La crise du capitalisme, on la sent ici. L'instabilité politique qu'on voit aux États-Unis, on la voit ici aussi à une plus petite échelle. On voit de la polarisation, on voit de la radicalisation. On voit aussi le centre politique qui s'effondre. Mm. Et j'ai l'impression que ce qu'on voit aux États-Unis s'en vient au Canada, même si ça a été à un rythme un peu plus lent pour l'instant, mais ça s'en vient. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le gouvernement de Trudeau est minoritaire et on va probablement avoir des élections en 2025. Ça arrive très bientôt. Et Trudeau, en ce moment, est très impopulaire, un peu comme les démocrates Mm. étaient très impopulaires. Et il s'oppose au dirigeant conservateur Pierre Poilievre, qui lui a gagné énormément en popularité. Et Mm. Poilievre, c'est pas Trump, mais il lui ressemble beaucoup. Il a adopté une posture très populiste là, de droite, anti-establishment. Souvent, il va s'opposer à la Banque du Canada, à la hausse des taux directeurs, ce genre de choses-là. Il va s'opposer à l'inflation. Il y a beaucoup de similitudes avec Trump.
Et avec les élections qui s'en viennent, ben, on peut s'attendre à ce que les libéraux et les réformistes mettent beaucoup de pression sur la gauche et la classe ouvrière pour bloquer Poilievre, quelque chose que j'ai déjà vu, là, il faut bloquer Poilievre. Déjà, ça commence. Et aux États-Unis, tu sais, c'est beaucoup l'idée de la stratégie de voter pour le moindre mal. Ici, on a un peu la même pression, là, la tactique du vote stratégique. C'était beaucoup ça aussi avec Harper. Tu sais, il faut bloquer Harper. Et souvent, ce que ça suggère, ben, c'est ce que ça sous-entend, c'est la plupart du temps, c'est de voter en fait pour les libéraux pour bloquer Poilievre. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être tracés là, entre nous Hmm. et les États-Unis. Puis j'aimerais ça savoir si tu as quelques conseils en fait pour les communistes au Canada, vu que bon, on a des élections qui s'en viennent, etc. Comment est-ce que nous on devrait naviguer là-dedans? Comment vous avez navigué là-dedans? Oui, mais une question, c'est qui le moindre mal entre Trump et Biden ou Kamala Harris? C'est qui le moindre mal, Trudeau ou Poilievre? Tous ces partis, ces politiciens capitalistes sont anti-ouvriers et il faut comprendre ça. Il faut rester ferme sur notre principe. C'est ça qu'on a fait. Sur la principe, la principe la plus importante pour les marxistes, c'est l'indépendance de classe. On ne peut pas collaborer avec les partis, avec les politiciens des autres classes. C'est ça, c'est clair. Et il faut expliquer ça. Il faut planter des petites grains, on Mm. peut dire, pour l'avenir, pour le futur, quand les gens abattent leur propre expérience. Peut-être il faudra l'école de Pierre Poilievre, non? Peut-être on ne peut pas éviter ça, on est trop petit au moment. Mais si nous disons, bon, je comprends pourquoi tu détestes Trudeau, mais je vais t'avertir que Poilievre n'est pas du tout mieux. Il va faire des choses un peu différentes, mais quand même, c'est le capitalisme, c'est l'exploitation, c'est l'oppression du système, c'est systématique. Ce n'est pas une question de la personnalité ou de coiffeur, de politicien, non, c'est une question de classe. Et si on plante des petits grains, et nous continuons à rester, comme j'ai dit, fermes sur le principe de l'indépendance de classe, on peut gagner beaucoup de confiance, beaucoup comment dire, euh, oui, de confiance dans nos idées. Et si nous combattons avec les travailleurs dans ces luttes syndicales, si nous combattons avec notre frère et sœur palestiniens contre la guerre à Gaza et tout ça, je suis confiant que les gens vont apprendre. La vie apprend, non? La vie, life teaches, comme disait Lénine. Il aimait cette phrase, c'était pas son phrase, mais Life teaches, et la vie va enseigner beaucoup de choses à la classe ouvrière. Et nous, les communistes, il faut expliquer patiemment, 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 et être là avec la classe dans son apprentissage, non? Et si on fait ça, on va être positionné, on pourra dire à l'avenir, une situation révolutionnaire inévitable dans le futur. C'est inévitable parce que le capitalisme a des contradictions qui vont faire une révolution. Et il faut se préparer pour ça. Et la contradiction, c'est qu'il faut se préparer maintenant. Il est trop tard de se préparer pour la révolution quand la révolution commence. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on fait maintenant. On prépare les journaux, on les vend, on prépare des livres, on les lit, on les discute, on les vend, on participe dans les luttes des travailleurs, etc., etc. Et c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas d'autre chose plus belle dans la vie que de lutter pour un meilleur monde pour les enfants, pour les générations qui vont nous suivre. Et c'est ça qu'on doit faire.
Donc, la tactique la plus importante, en fait, c'est pas de voter pour le moindre mal, mais de construire les forces révolutionnaires. Puis de ce que je Oui, comprends, de le faire dès maintenant. si tu votes pour le moindre mal, tard ou un jour, tu vas voir le pire mal. Mais maintenant, aux États-Unis, ce n'est pas clair qui est le moindre mal et qui est le pire mal, non? Oui. Et oui, c'est clair. On perd le temps en faisant ça. On perd le temps. Ça, c'est inutile. Il faut construire les forces révolutionnaires. C'est ça notre travail maintenant. Mais merci, John. Là-dessus, est-ce que je pense qu'on a bien touché un peu à tout. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous qui se trouvent au Non, Canada? non, vraiment, on a dit un peu de tout, oui, non, mais on est très, très content d'avoir des camarades comme vous au Canada. Je m'excuse un peu pour mon français, c'est pas parfait, mais j'espère que vous avez entendu plus ou moins ce que j'ai dit. Et oui, non, je suis très, très content et je vous souhaite un très, très grand école d'hiver à Montréal en février. J'étais là cette année, en 2024. C'était vraiment magnifique. Et c'est sûr que la prochaine va être encore plus grand, plus énergétique et plus incroyable. Merci, John. Et j'aimerais conclure en disant ben, continuons la lutte et luttons pour atteindre le socialisme de notre vivant. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. En avant. À la prochaine.